Hi everyone. First of all, is it an issue for you if I speak in French? Everybody understands French? Bon, bah, je crois que ça y est, c'est bon. On peut basculer en français. Donc, effectivement, bon, je suis là pour vous parler un petit peu du côté reporting, de ce que l'on peut faire en termes de reporting sur Couchbase. Donc, bon, quelques petites infos sur moi rapidement, si vous voulez après ça me suivre ou me recontacter par la suite. Pour la petite histoire, pour faire un peu court, je viens du monde décisionnel, du monde du reporting et du monde décisionnel avant de venir à Couchbase. Donc du coup, on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée que je vous parle un petit peu du côté reporting sur Couchbase. Donc l'idée là, ça va être durant cette session de voir quels sont les différents types de reporting que l'on peut faire d'une manière générale. Quelles sont les différences entre le reporting opérationnel et le reporting décisionnel. Comment est-ce que l'on peut architecturer une solution d'entreprise pour avoir l'un comme l'autre, voire même les deux. Ensuite, pour l'appliquer, je dirais avec Couchbase, on va essayer de voir comment l'appliquer en utilisant le langage Nickel, donc le SQL-like de Couchbase, que l'on peut interroger avec les pilotes JDBC ODBC, donc avec du SQL classique et donc avec des outils de reporting classiques. Je parlerai également d'une architecture que l'on peut mettre en… C'est moi qui vibre? J'ai mes téléphones, je pense qu'ils… Ah oui, si, je sais. Hop, voilà. On parlera également d'une architecture assez classique que l'on peut préconiser pour avoir du reporting à la fois temps réel et historique, on va dire, avec l'architecture que l'on appelle une architecture lambda. Et puis je terminerai avec une petite démonstration pour illustrer la facilité, je dirais, pour connecter une solution de reporting sur Couchbase. Donc la première partie, c'est de parler de la différence entre le reporting opérationnel et le reporting décisionnel, qui sont deux types de reporting complémentaires, mais qui n'ont absolument pas du tout les mêmes objectifs. Donc le reporting opérationnel, typiquement, on y est tous confrontés, on en a partout. C'est les rapports qui sont générés, je dirais, sur le plan métier. Alors ça va être effectivement les tickets de train, les étiquettes d'expédition, vos feuilles de paye par exemple, c'est un rapport, vos feuilles de paye. Les bons de commande, quand vous allez au supermarché que vous passez à la caisse, finalement le ticket de caisse c'est un rapport opérationnel. Donc ce sont des rapports qui ont plusieurs choses en commun. Déjà tous ces rapports-là ils sont prédéfinis dans le sens où tous ces rapports sont construits, ont un modèle qui va être ensuite rempli à la volée en fonction du contenu, mais le modèle, lui, ne change pas. Le ticket de caisse, c'est toujours pareil, il y a le nom de la caissière, la date, l'heure, et puis après ça, il y a les articles que vous avez achetés, leur prix et le total à la fin que vous avez dû payer. Donc, le modèle, il est défini, il ne bouge pas, ce sont des rapports prédéfinis. Après ça, ces rapports-là sont très très près du modèle opérationnel puisqu'ils vont s'appuyer sur les données opérationnelles, sur les données de la base de données métier, de l'application. Et c'est ces données-là qu'ils vont vous restituer sous une forme ou sous une autre. Donc, ils s'appuient sur le modèle de données de l'application et ils sont pilotés par l'application métier. Pour restituer ce type de rapport, il n'y a absolument aucun besoin de connaître l'historique. Pour reprendre le ticket de caisse, il n'y a pas besoin de savoir ce que vous avez acheté la semaine qui précédait pour pouvoir vous faire votre ticket de caisse à la caisse et vous facturer de ce que vous avez acheté aujourd'hui. C'est la même chose pour les autres exemples dont je parlais juste avant. C'est donc des rapports qui s'appuient uniquement sur de la donnée vivante, de la donnée online, de la donnée chaude, on l'appelle un petit peu comme on veut. Disons que c'est la donnée qui est vivante, qui est valide au moment où on se connecte. Bien évidemment, étant donné que ces rapports sont basés sur les données opérationnelles, eh bien, ils peuvent aller chercher et s'alimenter depuis le modèle de données et la base de données
opérationnelle, la base de données de votre application. Après ça, de l'autre côté, on a les rapports qui sont dits décisionnels. Alors, ces rapports-là, ils s'adressent à un autre public, en fait. Hein. Ils s'adressent non pas aux personnes qui sont directement dans le cœur de métier, mais ces rapports s'adressent aux personnes qui pilotent le métier, qui définissent les orientations. Et donc, c'est des rapports d'un petit peu plus haut niveau, qui sont destinés à aider à identifier les tendances pour avertir, pour pouvoir même anticiper les tendances et réagir par rapport à un marché qui est en train de changer. Ça va être un rapport qui va me mettre en évidence que dans telle ou telle zone géographique, par exemple, eh bien, la consommation de ma boisson gazeuse, de mes boissons gazeuses, est en augmentation parce que peut-être qu'il y a eu une communication dont je ne suis pas au courant qui disait que c'était meilleur pour la santé, je ne sais pas. Peu importe, disons simplement que ça va me permettre de détecter et de constater qu'il y a des évolutions et ça va me permettre de les mettre en évidence. Alors là, le rapport, il n'est pas du tout prédéfini dans l'histoire parce que je ne sais pas ce que je cherche au départ. Je cherche à optimiser mon métier, mais je ne sais pas sur quel axe. Il va falloir que je cherche et donc c'est un rapport dont le modèle n'est pas figé. C'est l'utilisateur qui définit le modèle en allant chercher dans ses données, en faisant des tableaux croisés dynamiques, par exemple, pour donner un exemple, et qui va chercher la petite aiguille dans la meule de foin. Donc là, typiquement, ces rapports-là doivent se baser non pas sur une situation à un instant donné, mais sur un historique de données. Donc, on n'est plus sur un rapport qui travaille sur un faible jeu de données, mais on est sur un rapport qui travaille potentiellement sur un très gros volume de données. Il y a des données qui sont donc des données offline, des données mortes, des données froides, comme on le souhaite, dont le volume peut être très important. Le problème, justement, c'est que ce volume, en étant très important, quand on veut faire des agrégations, parce qu'au final, c'est ça qu'on cherche, c'est des agrégations, des moyennes, des tendances, enfin bon, eh bien, sur un gros volume de données, ça peut poser des problèmes pour les faire en temps réel. Or, justement, on est sur un modèle de rapport qui n'est pas prédéfini, donc c'est interactif, c'est l'utilisateur qui choisit les axes selon lesquels il veut agréger ces données. Donc, il est face à son écran, et face à son écran, un utilisateur, si on dépasse la seconde, les quelques secondes, je dirais que c'est plus interactif, et au final, il va basculer sur autre chose, il va basculer sur un autre écran. Donc, il faut avoir quelque chose qui permette d'être particulièrement efficace. Ce dont parlait tout à l'heure Simon, à propos de Spark, est tout à fait adapté justement pour ce genre de choses, pour précalculer ou calculer des agrégats en temps réel de manière efficace. Alors évidemment, on peut s'appuyer sur les données opérationnelles historiques que l'on aura stockées telles quelles, mais ça ne va pas être adapté. Parce que le modèle relationnel ou le modèle, disons, de données qui a été sélectionné pour l'application opérationnelle est parfaitement adapté par rapport à l'application opérationnelle. En revanche, il va être complètement inadapté par rapport à une application décisionnelle, puisque dans une application décisionnelle, on va justement chercher à croiser des informations selon des axes, et ces informations, on va chercher à les agréger. Donc il y a peut-être une granularité en dessous de laquelle on ne descendra pas. Si on prend par exemple du décisionnel dans le monde de la distribution, il est fort peu probable que l'on descende à une granularité de l'article au niveau des tickets de caisse. Ce qui va nous intéresser, c'est au plus bas peut-être le ticket de caisse, voire même la somme des achats faits par une personne dans la journée. Alors, après ça, on peut s'intéresser également aux articles, mais ce sera peut-être un autre axe d'analyse. Donc, on comprend bien qu'on doit modéliser les données d'une manière un peu différente pour permettre d'avoir des données qui soient adaptées par rapport à ce que l'on souhaite obtenir comme rapport. Donc, du coup, dans certains cas, on peut préagréger ces données, d'où l'intérêt d'utiliser effectivement des outils comme Spark par exemple. Donc là, j'ai présenté un petit comparatif justement des deux rapports sur un même écran. Alors, d'une manière très haut niveau, je dirais, le rapport opérationnel, il est tactique. Le rapport décisionnel, il va être stratégique. C'est pour orienter la stratégie de l'entreprise, c'est pour influer sur le business, c'est pour ce genre de choses, et ça ne s'adresse pas forcément aux mêmes personnes. Lorsque l'on définit justement une architecture de reporting,
ce qui se passe, c'est qu'on va avoir la base de données opérationnelle. Là, j'ai pris un exemple avec un CRM, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la base marketing, ça peut être la base des ventes, peu importe. Dans tous les cas, on va avoir une architecture qui va être relativement similaire. On va avoir la base de données opérationnelle qui, elle, bien souvent, va être une base de données relationnelle, bien que ce ne soit pas du tout une obligation. Et puis, de cette base de données, on va extraire de ce schéma qui va être un schéma opérationnel, on va extraire les informations qui nous intéressent pour les placer dans ce que l'on appelle un ODS, un Operational Data Store, qui va continuer à avoir un schéma de données, un modèle de données qui va être proche de l'opérationnel. C'est un peu une zone tampon dans laquelle on va déverser les informations de l'opérationnel de manière à les mettre en tampon pour ensuite pouvoir les déverser dans le data warehouse une fois qu'on a des données qui sont cohérentes et puis à intervalles réguliers. Donc on va les déverser dans un data warehouse. Dans ce data warehouse, on va avoir un modèle de données qui va être un petit peu différent et qui va être adapté par rapport au décisionnel. À partir de là, on pourra éventuellement vider le data warehouse, ça dépend des stratégies. Quand on a le data warehouse, on pourra vider l'ODS, pardon. Quand on a le data warehouse, on a finalement toutes les informations qui nous intéressent pour faire le reporting avec un niveau de détail suffisant pour descendre à la plus faible granularité qui sera proposée aux utilisateurs, donc qui a été demandée par les utilisateurs décisionnaires. Et puis de ce data warehouse, dans lequel on va avoir finalement toutes les informations regroupées, même si elles ont un modèle décisionnel, on a toutes les informations, eh bien, en général, on connaît un petit peu les besoins des métiers pour faire leur rapport décisionnel. Et donc, on va pouvoir leur préparer quelque chose que l'on va mettre dans un data mart. Et là, dans ce data mart, on va faire juste un data mart par grand besoin, je dirais, de reporting. Donc, un data mart, dans certains cas, on appelle ça également des hypercubes. Le data mart, pour un data mart, on va retrouver uniquement des axes d'analyse qui sont compatibles entre eux, pour lesquels, quand on croise, quelle que soit la direction dans laquelle on croise et quel que soit le niveau dans lequel on croise, on ait une valeur d'agrégation au niveau des données. Donc après ça, on va se retrouver avec plusieurs data marts, bien sûr. Ce qui se passe, c'est que les data marts, on peut considérer qu'ils sont jetables et reconstructibles. Ils ne sont là que dans un but d'amélioration des performances pour permettre de répondre à des besoins d'analyse connus. Donc après ça, sur une architecture comme celle-ci, on va avoir évidemment l'application métier qui tape directement sur sa base de données opérationnelle et puis l'application de reporting qui va pouvoir taper finalement un petit peu partout selon les besoins. On va avoir comme point d'entrée bien souvent l'utilisateur qui va se connecter, qui va faire son analyse à partir du data mart qui a été préparé par rapport à son besoin, à son grand besoin. Et puis, il va croiser ces informations selon un axe qui lui plaît, enfin selon des axes qui lui plaisent, et il va avoir une valeur donnée dans une cellule au croisement d'une colonne et d'une ligne. Là, cette valeur va l'interpeller, il va se poser des questions, il va se dire tiens, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que là j'ai une valeur qui est plus élevée que les autres? Et donc, il va peut-être cliquer sur cette valeur et il est tout à fait possible, et même probable, que le détail qui a permis d'aboutir à cette valeur ne se trouve pas dans le data mart, puisque le data mart ne contient que les agrégations au niveau demandé. Donc du coup, il est possible que l'outil de reporting redescende dans le data warehouse, voire même qu'il permette de redescendre dans l'ODS s'il est toujours alimenté, ou dans la base de données opérationnelle pour aller récupérer les informations qui ont amené à cette agrégation sur laquelle l'utilisateur s'est interrogé. L'application métier va également piocher dans la base de données pour, elle, générer ses rapports opérationnels, très clairement. Donc du coup, on voit bien que l'application métier ne se connecte grosso modo que dans son application, que dans sa base de données opérationnelle, et qu'en revanche, l'outil de reporting, lui, peut être amené à aller chercher des informations, soit brutes, pour faire du rapport opérationnel ou pour descendre dans le détail d'un drill down, d'une agrégation, mais peut également aller chercher des informations qui vont avoir été préagrégées, qui vont avoir été préparées par rapport au reporting décisionnel. Alors, pour répondre à ces besoins, il y a plusieurs solutions qui existent. Et en ce qui concerne Couchbase, l'idée c'est que les outils de reporting classiques que l'on va utiliser en entreprise pour faire du rapport décisionnel ou du rapport opérationnel, ces outils, ils existent, ils sont clés en main. Et dans la majorité des cas, ils parlent tous une langue commune qui est le SQL. Ça, c'est quelque chose que l'on trouve partout. Donc, l'idée, c'est que pour ceux qui peuvent être étendus,
on va essayer d'utiliser le langage, les moyens d'accès, on va dire, propres, natifs à Couchbase, donc du Nickel, ou si c'est possible du Clevalor. Mais dans le cas où ce n'est pas possible, eh bien, on va essayer de leur fournir une interface qui leur permette d'utiliser leur SQL qu'ils génèrent de manière native. Alors pour ça, c'est très simple. Ce qui se passe, c'est que Couchbase donc, stocke du clé-valeur. Donc une clé, c'est un identifiant, la valeur, c'est un petit peu ce que l'on veut. Quand c'est un document JSON, parce qu'on peut y stocker du document JSON, eh bien, on comprend bien que la base de données comprend le document JSON et qu'en comprenant ce document JSON, elle est capable de l'indexer, de faire des agrégations, de faire des requêtes dessus. Donc à partir de là, on a plusieurs piles qui vont rentrer en jeu. On a les vues dont on a déjà parlé, qui sont les fonctionnalités MapReduce sur les documents JSON. Et puis, on va avoir, et pour le côté décisionnel, on va avoir le langage Nickel qui va permettre de faire des requêtes proches du SQL. Pourquoi ces deux approches? Parce qu'en fait, si on y réfléchit bien, un accès clé-valeur au document, c'est une requête prédéfinie. Je veux la fiche du client numéro X. Bon, X, c'est un paramètre, c'est certain, mais la requête en elle-même, elle est prédéfinie. Lorsque je souhaite avoir la liste des commandes qu'a passé un client, eh bien c'est pareil, c'est une requête prédéfinie. Je veux la liste des commandes ou la liste des achats qu'un client a passé. Et donc ça, c'est une requête prédéfinie qui va peut-être aller utiliser les vues pour y répondre. On est sur du prédéfini. En revanche, quand on est dans le domaine du décisionnel, on n'est clairement pas sur des prédéfinis puisque l'utilisateur fait son choix des axes selon lesquels il veut croiser les données. Donc à partir de là, il est beaucoup plus simple pour une application de permettre à l'utilisateur avec l'interface de concevoir finalement sa requête en construisant son tableau croisé. Et puis l'application va générer une requête SQL ou Nickel pour la faire exécuter, en déléguer l'exécution à Couchbase. Donc on a bien les trois moyens d'accès aux données, les requêtes prédéfinies clé-valeur, les requêtes prédéfinies vues et les requêtes, on va dire, non prédéfinies, les requêtes ad hoc, qui vont permettre justement d'aller interroger la base de données. En fait, lorsque l'on exécute une requête Nickel, ce qui se passe, c'est que l'application cliente va se connecter à un des services qui tournent sur le cluster, peu importe où. En fait, l'application elle a une connexion sur le cluster et après ça, c'est le client, le SDK qui est embarqué dans l'application, que nous fournissons pour presque tous les langages, qui va s'occuper de connaître le cluster et sa topologie dans sa totalité, et donc qui va transmettre la requête Nickel générée par l'application métier à un nœud qui dispose du service d'exécution de requête. Ce nœud, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la requête et puis bon, il va regarder ce qu'il y a dedans, il va la parser, il va regarder s'il n'y a pas d'erreur de syntaxe, il va générer un plan d'exécution à l'aide des index dont il dispose dans le service d'indexation. Éventuellement, il va aller ensuite chercher les données. Si on demande une agrégation pour connaître l'âge moyen des clients en faisant un filtrage sur, je ne sais pas moi, sur la zone géographique par exemple, bon, le filtrage sur la zone géographique va aller chercher un index qui aura été prédéfini. Et puis, l'âge moyen, il va falloir aller chercher l'âge individuel de chacun pour aller calculer la moyenne. Maintenant, ce n'est pas une obligation puisque dans certains cas, si j'avais, par exemple, imaginons un index qui regroupe à la fois la zone géographique et l'âge pour une raison ou une autre, j'ai construit cet index-là, eh bien, pour cette requête précise-là, cet index il va être ce que l'on appelle couvrant, c'est-à-dire que juste quand je vais chercher mon index à filtrer par rapport à la zone géographique, il y a un index qui comporte déjà l'âge des clients. Donc, j'aurai déjà l'âge des clients qui sera remonté dans le service de requête et je n'aurai même pas besoin d'aller interroger le service de données pour calculer ma moyenne. Et puis donc ensuite, une fois qu'il a fait ça, le service de requêtage, il fait donc les agrégations, les regroupements, les filtrages qui peuvent intervenir sur les agrégations. Il va pouvoir éventuellement faire les tris, la pagination. Je veux offset limit de l'enregistrement numéro 10 à l'enregistrement numéro 20 par exemple, ou les 5 premiers. Et puis il va renvoyer, il va projeter ça sur les champs qui avaient été demandés, et il va renvoyer ça à votre serveur. Donc au final, on se rend bien compte que là, Couchbase est capable de prendre en charge l'exécution complète de requêtes que vous auriez dû autrement faire à partir de clés valeurs et de vues. Alors,
comment ça se passe au niveau des services? Eh bien, par défaut, tous les nœuds sont absolument identiques au niveau de l'architecture dans un cluster. Tous les nœuds, c'est le même binaire qui est déployé et le binaire comporte tous les services. Alors là, il n'y en a que 3. Comme le disait Simon tout à l'heure, en fait, le full text search, il existe déjà, il est déjà dans le binaire. Simplement, actuellement, il est donc en developer preview, donc la case, elle n'est pas cochée par défaut. Mais si vous voulez, vous pouvez tout à fait télécharger Couchbase et l'installer. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps, ça se fait vraiment très facilement. Et vous pourrez cocher la case full text search pour vous amuser également avec le moteur full text. Donc là, j'ai mis que les trois services qui sont actuellement en General Availability. Et ce qui se passe, c'est que tous les nœuds sont identiques. Maintenant, ce n'est pas toujours ce que l'on souhaite. On peut avoir un projet dans lequel j'ai beaucoup de clients qui font beaucoup d'achats. Donc, j'ai besoin de stocker beaucoup de données finalement. Mais par contre, des analystes qui cherchent à comprendre le comportement de mes clients, j'en ai pas beaucoup. Donc, finalement, j'ai peut-être besoin d'avoir 4 nœuds pour stocker mes données. Et puis, l'équivalent de puissance, on va dire, de 2 nœuds pour le service de requêtage, 2 nœuds pour le service d'indexation. Et au final, je me retrouve avec 8 nœuds qui comportent tous les services. Donc, on comprend bien que ce n'est pas complètement idéal dans un cas comme ça. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir, du coup, décider de spécialiser certains index, certains nœuds, en désactivant des services, de manière à pouvoir justement centraliser le côté gestion des données sur 4 nœuds, puisque pour stocker mes données, j'ai calculé que j'avais besoin de 4 nœuds par rapport à tous mes clients. Et puis, étant donné que j'ai peu finalement d'utilisateurs de reporting, eh bien, j'ai besoin que de 2 nœuds pour les requêtes. Et connaissant les requêtes qu'ils vont exécuter, pour pouvoir exécuter ces requêtes-là, j'ai besoin que de 2 nœuds pour héberger les index. Donc, c'est super, j'ai pu tailler, j'ai pu sculpter finalement mon cluster par rapport à mon besoin au moment où j'ai lancé le projet. Maintenant, on sait tous qu'un projet, ça vit. Il y a le moment où on le démarre, puis il y a le moment où il vit et où il évolue. Et là, ça peut changer. Et du coup, je peux me retrouver avec plus de clients. C'est la bonne nouvelle, je peux me retrouver avec plus de clients à gérer. Donc, je vais avoir besoin de plus de capacité de stockage. Pour augmenter cette capacité de stockage, eh bien, je vais pouvoir décider de rajouter un nœud spécialisé sur uniquement le stockage clé-valeur des données. Alors, je peux le faire horizontalement ou verticalement, c'est un choix. On peut très bien remplacer des nœuds avec peu de mémoire et puis en mettre peut-être juste autant, mais avec plus de mémoire. Ça ne va pas poser de problème. Après ça dépend de ce que l'on cherche à absorber comme nouvelle charge. On comprend bien que si c'est juste stocker de la donnée supplémentaire, eh bien on va pouvoir faire grossir les nœuds verticalement. Maintenant, si c'est pour répondre à un autre besoin qui est de pouvoir avoir plus d'accès aux données, parce que mes clients, j'en ai peut-être un peu plus, mais j'ai surtout des clients qui sont beaucoup plus actifs. Donc du coup, ça demande beaucoup plus d'entrée-sortie disque et ça demande beaucoup plus de bande passante réseau parce qu'ils font beaucoup plus d'accès à la base. Eh bien, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, faire une croissance verticale ne résoudra pas mon problème parce que je vais être limité très rapidement en termes de lien réseau ou en termes de bande passante disque. Par contre, si je rajoute des nœuds horizontalement, eh bien, du coup, je vais pouvoir absorber cette charge beaucoup plus facilement parce qu'à chaque fois que je rajoute un nœud, eh bien, je divise la charge individuelle sur chacun des nœuds. Et puis, j'ai beau avoir plus de clients, je n'ai pas forcément besoin de plus de services de requêtage. Si j'avais besoin de plus de services de requêtage, autrement dit, si j'avais plus d'utilisateurs ou que la complexité des requêtes de mes utilisateurs devenait de plus en plus grande, à partir de là, je vais pouvoir choisir de redimensionner des nœuds portant le service de requête verticalement ou horizontalement. Si c'est parce que j'ai plus d'utilisateurs qui font des requêtes, par exemple, eh bien, je vais pouvoir faire un redimensionnement horizontal en rajoutant de la capacité d'exécution de requêtes. Ou si c'est parce que les requêtes sont de plus en plus complexes et donc de plus en plus de jointures, à ce moment-là, je vais peut-être simplement redimensionner verticalement mes nœuds de requête. Alors, en ce qui concerne les index, ce qui se passe, c'est que ça va dépendre des cas, bien évidemment, également aussi, puisque si je rajoute de la donnée, mes index vont grossir. Mes index étant stockés de manière monolithique dans ce cadre-là sur un index est stocké en intégralité sur un nœud, on comprend bien que si je rajoute de la donnée, l'index va grossir et donc le nœud va grossir. Donc si je rajoute de la donnée et que j'ai un index qui indexe toutes mes données, eh bien le nœud qui porte cet index, je vais lui faire subir en quelque sorte une croissance verticale. Maintenant, si le besoin d'indexation est différent, s'il évolue mais qu'il est différent parce que je souhaite rajouter de nouveaux index,
eh bien, je peux faire une croissance horizontale sur mes serveurs d'indexation. Donc du coup, on se rend bien compte que l'architecture au niveau du cluster Couchbase est complètement évolutive pour pouvoir justement avoir le stockage de données clé-valeur avec les vues MapReduce et puis le côté requêtage nickel parce que je n'ai pas le même nombre de clients que d'analystes. Alors ça, c'est important parce que du coup, ça signifie qu'au niveau de l'architecture du système d'information, on peut faire des choses très intéressantes dès lors qu'on couple ça avec le côté XDCR, donc le côté Cross Data Center Replication. Donc là, il s'agit d'une réplication de bucket à bucket, d'un cluster à un autre cluster, qui est optimisé, en fait, qui se fait de mémoire à mémoire et qui peut être filtré. Alors, on peut l'utiliser dans plein de cas différents. On peut bien évidemment utiliser cette fonctionnalité pour construire un cluster de disaster recovery, si on le souhaite, ou un cluster sur lequel on va exécuter les backups, ou un cluster de proximité, un en Europe, un aux États-Unis, un en Asie. Mais on peut aussi utiliser ça d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir un cluster opérationnel dans lequel on a uniquement les clés-valeurs avec les vues pour l'application opérationnelle, celle qui fait que des requêtes prédéfinies, que ce soit par rapport au métier ou par rapport au rapport opérationnel. Et puis, on va avoir une réplication qui va se faire sur un autre cluster, un cluster qui va être interne, qui va être dimensionné différemment parce qu'il n'a peut-être pas besoin d'avoir toutes les données opérationnelles. Si on est sur un site web, par exemple, et que l'on s'intéresse aux ventes du e-commerce, eh bien, on n'est pas forcément intéressé par les sessions des utilisateurs parce que c'est des données volatiles. Et puis, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils achètent réellement, admettons. Eh bien, à ce moment-là, je vais décider de filtrer et de ne récupérer dans mon cluster interne que les informations concernant les ventes, enfin les achats de mes clients. Mais les sessions, je ne les prendrai pas. Donc, j'aurai un cluster qui, au niveau de la capacité, sera dimensionné différemment. Et surtout, ce cluster en interne qui va me servir à faire du reporting décisionnel, lui, en revanche, ça aura tout à fait du sens de lui mettre le service d'indexation et le service nickel pour permettre de faire des requêtes à la volée, des requêtes non prédéfinies. Donc, on comprend bien effectivement qu'on a trois moyens d'accès. Le moyen d'accès clé-valeur, le moyen d'accès par les vues. Donc le clé-valeur, on est sous la milliseconde. Je pense qu'on l'a déjà dit quelques petites fois aujourd'hui. C'est quelque chose de très efficace, c'est quelque chose de prédéfini qui nous ramène uniquement la fiche client ou la fiche produit ou ce genre de choses. Les vues qui permettent, elles, de ramener des résultats de requêtes MapReduce prédéfinis également, puisque la fonction MapReduce, elle est prédéfinie. Alors, à quoi ça peut servir? À créer des index si on le souhaite, mais surtout, ça peut servir à faire des agrégations. Donc, autant on peut ramener la liste des achats effectués par un client, autant on peut également ramener des agrégations, voire des agrégations multidimensionnelles. Mais il faut que ces agrégations soient prédéfinies, en revanche. Là, c'est une contrainte. Et puis, on a Nickel, qui va vraiment être très proche du SQL, avec l'expressivité du SQL, et qui va nous permettre d'avoir justement toute la souplesse, toute la flexibilité pour faire des requêtes non prédéfinies. Et là où ça devient particulièrement intéressant, c'est le point que j'aurais peut-être dû mettre en gras en bas à droite, c'est la disponibilité d'un pilote ODBC JDBC, puisque ça signifie qu'on ouvre une base NoSQL à tout ce qui est le monde SQL relationnel. Donc, grâce à juste ce petit point qui est en bas à droite au niveau de Nickel, ça signifie que les outils qui ne savent travailler qu'avec le relationnel, qu'avec le SQL, vont être en mesure de faire du SQL sur du NoSQL, et ce de manière complètement transparente, sans même le savoir, sans même s'en rendre compte. Alors, les pilotes ODBC, JDBC, ils s'installent donc du côté client et ils vont recevoir de la part de l'application. Alors l'application, là, il y en a quelques-unes qui sont listées. On peut parler d'Excel évidemment, mais il y a toutes les solutions de reporting, comme par exemple Business Object, Crystal Report. Enfin bon. Et ces solutions vont générer des requêtes SQL qui vont arriver dans le pilote ODBC ou JDBC, selon les cas, sur le côté client, donc sur soit le poste de l'utilisateur, soit sur un serveur de reporting. Et cette interface va permettre de traduire finalement la requête SQL récupérée, soit de la traduire
en SQL et puis de la faire exécuter en partie par le pilote au DBC JDBC qui va utiliser en dessous le moyen de communiquer avec Couchbase en nickel. Ou alors, on peut aussi, si l'application permet d'être étendue ou si l'application permet de saisir soi-même des requêtes, on peut tout à fait, depuis l'application, décider de saisir une requête nickel et puis dire à l'application de passer cette requête telle qu'elle, brute, au pilote au DBC JDBC pour que ce soit lui qui fasse le lien vers Couchbase. Du coup, on va pouvoir connecter un petit peu tout ce que l'on veut sur Couchbase. On va pouvoir connecter des solutions de reporting, on va pouvoir connecter l'application métier, on va pouvoir connecter un ETL qui pourrait, pourquoi pas, extraire les données de Couchbase pour aller alimenter l'ODS, le Data Warehouse, les Data Mart. On peut construire finalement un petit peu ce que l'on veut avec la plupart des outils du marché. Alors ça peut être également donc, des rapports, je dirais au sens rapport traditionnel, des rapports que l'on construit qui sont des tableaux finalement, mais ça peut également être de la visualisation de données complètement interactive avec, on travaille directement sur des graphes. Et donc du coup, ça devient complètement transparent et on s'ouvre complètement au monde du reporting. Alors, ce que l'on va pouvoir faire ensuite, c'est qu'on va avoir la possibilité de combiner un petit peu tout ça au niveau de l'architecture dans une architecture dite lambda. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on a des données qui sont des données issues d'une base opérationnelle, qui sont des données online, qui sont juste les données qui sont vivantes au moment où je me connecte. Les données qui sont d'actualité. Et puis, j'ai également les données qui sont historiques, qui sont stockées ailleurs, dans de la Hadoop par exemple. Et donc, lorsque je veux faire des rapports, eh bien, je peux être intéressé pour avoir un rapport qui me fasse un rapport décisionnel, un rapport qui me fasse une agrégation, mais une agrégation comprenant à la fois l'historique et les données jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que je peux très bien avoir un historique. Je ne pousse, je dirais, dans le côté offline, dans Hadoop, que mes données lorsqu'elles expirent. Lorsque, par exemple, je prépare un dossier de demande de prêt à la banque, eh bien, toute la partie où je discute avec mon conseiller, je négocie les taux et ainsi de suite, c'est le moment où mon dossier il est vivant. Et il reste dans Couchbase. Et en revanche, dès lors que je l'ai signé et qu'il a été tamponné, validé par le service des prêts de la banque, il passe dans un service gestion. Et donc, le document dossier qui était chez mon conseiller, il devient mort. Il ne peut plus bouger. Et donc, à ce moment-là, on le déplace du côté historique. Alors, ce qui se passe, c'est que maintenant, si je veux avoir un rapport décisionnel qui me fasse des statistiques sur mes clients jusqu'à aujourd'hui, automatiquement, je ne peux pas me baser uniquement sur le côté historique ou uniquement sur le côté opérationnel, parce qu'il va me manquer des informations. L'architecture de Lambda va permettre justement d'avoir ce double flux pour avoir un calcul batché sur l'historique, et puis le compléter, ce calcul, avec les données opérationnelles. Et donc là, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir les données qui arrivent à votre gauche et qui vont être éventuellement passées des deux côtés en fonction du moment où elles arrivent. Alors là, dans cet exemple-là, on n'a pas forcément les données on a toutes les données qui sont dans l'historique et les données qui sont vivantes parce qu'elles peuvent également bouger en dessous. Alors, cette architecture, on va pouvoir y placer différentes briques logicielles. Tout à l'heure, on parlait de Kafka. Kafka va permettre effectivement de pousser les informations, les documents, les données métiers autant des deux côtés puisque finalement, on pousse un message dans Kafka et après ça, ce sont les différentes chaînes qui vont s'abonner à ces messages, aux messages qui les intéressent pour les récupérer et pour les stocker. Donc du coup, après ça, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir dans la chaîne du haut la possibilité de tout stocker et de garder, de conserver un historique long. Et du coup, on fera des traitements, éventuellement des traitements batch par-dessus. Et puis, dans la partie en bas, on va uniquement garder les informations qui sont vivantes, on va les traiter et on va éventuellement en sortir quelque chose. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir un schéma qui soit un tout petit peu plus détaillé, qui nous présente ça parce que là, on voit qu'on peut avoir du Couchbase à différents endroits dans cette architecture. On va pouvoir avoir du Couchbase dès le début parce que Couchbase dispose de connecteurs qui lui permettent de pousser les données vers d'autres systèmes. Autrement dit, si on a Couchbase dès l'entrée des documents dans le système, on peut tout à fait utiliser un connecteur Kafka
pour distribuer les données. On peut utiliser un connecteur Hadoop pour les pousser spécifiquement vers du Hadoop. Donc on peut l'avoir en entrée et c'est lui qui va pouvoir repousser les données vers les chaînes de traitement. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on peut avoir également du Couchbase dans la partie online, dans la partie opérationnelle, donc la partie real-time en bas, dans laquelle effectivement il est tout à fait adapté parce que, étant donné les faibles latences en ce qui concerne les opérations métiers, donc le clé-valeur, voilà, étant donné ces faibles latences et sa faculté de pouvoir ingérer des données de manière massive, Couchbase est tout à fait adapté pour être placé soit derrière une interface utilisateur où on a besoin d'avoir une très faible latence, soit en ingestion de données par exemple pour des données de type IoT où on peut avoir des dizaines de milliers de capteurs qui remontent des valeurs et on peut avoir une capacité, je dirais, d'absorption des données avec Couchbase qui va permettre de faire ça. Donc du coup, Couchbase dans le côté opérationnel va être aussi utile. Et puis, donc, on a eu le traitement batch qui s'effectue par le haut, on a tout ce qui concerne l'opérationnel qui s'effectue dans la zone du bas. Les traitements batch précalculent des informations. L'opérationnel, on peut y intégrer un Spark qui calcule des agrégations à la volée et qui les pousse dans une zone tampon dans laquelle on rassemble, on agrège, en fait, on consolide les agrégations faites sur l'historique par batch toutes les nuits à minuit, plus les agrégations faites en temps réel uniquement sur les données vivantes qui arrivent en streaming. On les conserve dans un Couchbase et on les consolide dans un Couchbase pour derrière pouvoir effectuer des requêtes consolidées de type analytique sur du big data de bout en bout. Alors, j'en parlais à l'instant. On dispose de différents connecteurs qui permettent de s'interfacer avec le reste du monde. Donc là, en l'occurrence, on pouvait s'interfacer très facilement avec Hadoop pour pousser dans Hadoop les informations, les documents que l'on reçoit dans Couchbase. On peut filtrer à chaque fois, on n'est pas obligé de tout pousser. On peut pousser vers Spark. Je pense que vous l'avez vu juste avant avec Simon, si vous étiez là dans la salle. Et puis, on peut aussi pousser vers Kafka. Alors, Kafka, l'intérêt, c'est qu'effectivement, c'est beaucoup plus généraliste parce que on peut, quand on pousse un document dans Kafka, après ça, il peut y avoir N applications qui souscrivent au sujet dans lequel est poussé le document. Donc, c'est moins spécifique. Clairement, Couchbase a tout à fait sa place au niveau du traitement rapide des informations dans une architecture de reporting. Ça va permettre très clairement d'avoir non seulement le côté opérationnel qui va bénéficier de la faible latence et de la bande passante vers la donnée, mais également le côté reporting qui va pouvoir en bénéficier, comme on l'a vu dans la diapositive, dans le graphique précédent. Donc là, ce que je vous propose, c'est que je vous ai dit plein de choses. Alors, je vais vous montrer que finalement, c'est relativement simple à installer. Concrètement, juste le temps que ça bascule, voilà. Concrètement, sur mon ordinateur, j'ai deux VM. J'ai une VM avec Couchbase et une VM avec, moi j'ai choisi Jaspersoft parce que historiquement je viens de chez Jaspersoft. Et donc, hop, il est passé où il est derrière. Voilà. Et donc, ici j'ai un Couchbase qui pour l'instant ne contient absolument aucune donnée, sur laquelle, hop, je suis déconnecté, qui ne contient aucune donnée, il est vide. Donc je vais le charger avec un jeu de données d'exemple concernant les bières. Donc il charge son jeu d'exemple. Une fois qu'il aura fait ça, donc ça c'est mon jeu de données, on va dire opérationnel. Et une fois qu'il va avoir fait ça, alors on peut regarder le chargement en cours. Je pense qu'il n'est pas loin d'avoir fini. Il a fini en fait, 7300. Donc j'ai chargé les données, il a fait tout ce qu'il fallait après le chargement. Donc j'ai toutes mes données, j'ai tous mes documents qui sont disponibles. Si je veux, je peux aller les regarder, il n'y a pas de problème. Alors ce qui se passe ensuite, c'est que pour pouvoir faire des requêtes clé-valeur ou des requêtes par des vues, j'accède en clé-valeur finalement à mes documents. Donc j'ai un identifiant, je demande le document qui corresponde à cet identifiant. Quand on veut faire des requêtes de type SQL ou Nickel, eh bien, on n'est pas en clé-valeur. Donc, il y a des moments où il faut chercher finalement quelque chose. Ce n'est pas
je sais dans quel tiroir j'ai mon document, j'ouvre le tiroir, je prends le document, c'est je prends la liste de mes tiroirs, je regarde dans quel tiroir va se trouver mon document, donc ça c'est finalement un index, et ensuite je vais ouvrir mon tiroir. Donc du coup, pour pouvoir faire des requêtes nickel, eh bien j'ai besoin d'avoir des index. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer un index pour le bucket des bières. Donc là, j'ai créé ma ligne de commande, je crée mon index. Il faut d'abord que je dise que je veux un index, le type d'index que je veux, parce qu'on peut avoir des index en mémoire ou des index sur disque. Hop. Je crée mon index, Couchbase parcourt les documents, crée l'index, et là, il a indexé, donc c'est 7000 documents. Une fois qu'il a fait ça, à partir de là, je peux exécuter des requêtes nickel sur ma base, ou à travers un pilote ODBC, JDBC, je peux exécuter des requêtes SQL. Donc là, je vais directement m'intéresser aux requêtes ODBC, JDBC. Donc je vais aller dans mon client sur mon Jaspersoft, et la première chose que je vais faire, c'est que là, pour l'instant, j'ai décompressé le pilote ODBC, JDBC. Je vais le prendre, je l'installe dans Couchbase, je vais prendre la licence qui va avec, et je la mets dedans. Et puis derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer mon outil de reporting en allant dans le bon répertoire. Hop, voilà. Je démarre mon outil de reporting. Il tournait déjà. Enfin, un restart, c'est pas grave. Pour lui faire prendre en compte le pilote que je viens de lui installer. Donc, il redémarre mon outil de reporting. Allez. Du coup, derrière, ce que je vais pouvoir faire, c'est que dans l'outil de reporting, je vais pouvoir aller lui définir la source de données, exactement comme je la définirais pour une source de données vers une base Oracle ou MySQL ou PostgreSQL ou autre, peu importe, ou SQL Server. Alors, hop, ici, je rafraîchis, il va me demander de me reconnecter parce qu'il a dû perdre la connexion du coup. Il est encore en train de redémarrer. Il n'a pas fini. Une fois que je vais lui avoir défini la source de données, ce qui se passe, c'est que je ne vais pas tricher, parce que bien évidemment, je pourrais tricher. Je pourrais lui mettre une requête SQL moi-même en dur, et puis lui dire de partir de ce point de départ pour construire mes rapports. Je ne vais pas faire ça. Je vais juste lui définir la manière dont sont organisées mes données dans la base, et c'est l'outil qui va lui-même générer les requêtes SQL à la volée, selon son algorithme de génération. Un peu long à démarrer. C'est toujours le risque avec une démonstration. Pourtant, il a bien démarré. Bon, on va l'arrêter complètement, on va le redémarrer. Hop. Wow. C'est pas Couchbase, c'est l'outil de reporting. Bien arrêté. Ok. Allez, c'est reparti. Couchbase tourne toujours derrière. Il est toujours là. Il est bon. Alors. Bon, maintenant, ce qu'il me reste que 2 minutes. Comment avoir la pression? Bon, il n'a pas l'air de vouloir. Bon, alors je vais m'y prendre d'une autre manière. J'ai un plan B, c'est pas grave. Je vais juste vous montrer qu'il est possible de faire des requêtes SQL sans aucun problème et donc du coup, potentiellement sur Couchbase, de faire tourner n'importe quel type de requête. Donc là, pour ça, ce que je fais, c'est que je définis
dans un autre outil, un outil qui permet de faire un outil classique de requêtage SQL qui ne connaît que le monde relationnel. Donc je lui définis le client, le driver pour Couchbase. Je lui dis que, hop, voilà un exemple d'URL pour ce client, comme ça. Et je lui indique où se trouve le driver à aller chercher, qui se trouve, donc, hop, le temps de le retrouver. Hop, ici. C'est pas celui-là. Hop, ici. Hop, hop. Donc là, je prends tout. Ah, on va y arriver. Je prends tout et je prends mon pilote. OK. Donc là, j'ai mon pilote Couchbase qui est défini. Derrière, ce que je fais, c'est que je lui définis une connexion vers les bières utilisant le pilote Couchbase. Ça, j'y touche pas. Je teste, voir si ma connexion passe bien. Elle passe bien. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, bon, je vais me faire passer pour l'outil de reporting dans l'histoire. Eh bien, je vais pouvoir aller faire une sélection. Alors bon, évidemment, étant donné qu'il me restait que 2 minutes, maintenant il ne me reste plus du tout. Mais je vais pouvoir aller faire une connexion sans problème et exécuter une requête SQL sans problème sur ma base NoSQL. Ah oui. Hop. Voilà, donc là, je peux vous montrer qu'effectivement, une requête SQL sur Couchbase passe toute seule. Donc du coup, évidemment, là, c'est une requête très simple. Alors, je ne sais pas si mon outil a finalement démarré. Non, c'était pas là. Donc, en fait, il aurait pu, de la même manière, en utilisant ce pilote, voir Couchbase comme une base SQL et donc pouvoir exécuter tous les reportings que vous pourriez avoir l'habitude de faire, des reportings opérationnels, tout comme des reportings décisionnels, faire du drag and drop parce qu'il va pouvoir faire les agrégations, les regroupements, il peut les pousser vers Couchbase, enfin il va les pousser vers le pilote DBC qui va lui-même les pousser vers Couchbase et donc du coup, ça va être complètement transparent par rapport aux requêtes. Alors je sais si vous voulez voir du coup la démonstration, elle est intégralement documentée, pas à pas. Vous pouvez la faire, la suivre et elle est également filmée en vidéo sur les 2 liens qui sont là. Et sinon, vous pouvez également me contacter pour me poser des questions ou me poser des questions à la sortie si vous le souhaitez. Merci beaucoup.